Monsieur le Président de la CPU, cher Gilles, Monsieur le Président directeur général du CNRS, cher Antoine, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'université, Mesdames, Messieurs, moi je vous souhaite la bienvenue à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et ici sur le campus de l'UFR des Sciences. Sachez que pour moi c'est une réelle joie d'accueillir à Versailles l'université d'été de la CPU. Alors je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle est délocalisée et si qu'elle soit hors de Paris. Alors on n'est pas très loin, mais en tout cas nous y sommes très fiers. Merci à la CPU et merci Gilles de nous avoir choisis. Alors c'est en quelques mots juste l'occasion pour moi de vous présenter l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est une université de 20 000 étudiants et qui a été créée en 1991, donc dans la vague des universités nouvelles, donc au même titre que l'université d'Artois, Littoral, La Rochelle, Bretagne Sud, Évry, Cergy et une certaine université de Marne-la-Vallée. Donc on voit leur parcours aujourd'hui, on peut en être fiers. Et donc c'est ici, c'est le campus historique où tout a démarré pour l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'est une université qui est pluridisciplinaire et qui n'a eu de cesse de se développer. Et donc qui a pu intégrer par exemple une faculté de médecine, un observatoire des sciences de l'univers, pour prendre cela en exemple. Donc, et qui poursuit évidemment son développement, et en particulier à travers un projet qui s'inscrit totalement dans le thème de ce colloque, qui est évidemment le projet de l'Université Paris-Saclay, et dont lequel l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est à la fois membre fondateur, membre, et qui fusionnera donc, dans cet ensemble à l'horizon 2025. Donc l'un des enjeux de cette Université Paris-Saclay, je ne sais pas si Sylvie est arrivée, mais qu'il y avait Alain, les autres collègues donc, qui arrivent, donc c'est le rayonnement international évidemment de la recherche et de la formation française. Et puis nous pouvons ainsi dire qu'ici sur le site de Versailles, donc c'est aussi un campus de l'Université Paris-Saclay ou un futur campus de l'Université Paris-Saclay qui vous accueille et qui accueille le colloque de la CPU. Alors, juste pour dire que c'est non seulement l'UVSQ qui vous reçoit ici, mais c'est également l'ensemble du territoire des Yvelines, du territoire de Versailles, et avec évidemment chargé d'histoire, comme vous le savez. Alors, nous, universitaires, nous avons pour mission de faire vivre aussi notre histoire, d'agrandir le socle des connaissances humaines et de transmettre notre savoir aux générations futures. Et je crois que c'est bien du rôle des missions et des moyens des universités dont nous discutons à la commission des présidents d'université. Voilà, je vous souhaite, en ces quelques mots, c'est juste pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle université d'été. J'espère qu'elle sera, et je n'en doute pas, fructueuse et enrichissante sur le thème ô combien important de l'internationalisation des universités. Merci et encore une fois, à bientôt. Baisser un petit peu. Ouais. Donc, Monsieur le Président, cher Alain, merci pour ces mots introductifs et cet accueil. Donc, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Monsieur le Président directeur général cher Président directeur général du CNRS, cher Antoine, Mesdames et Messieurs les partenaires de la CPU, chers collègues, chers amis. Donc cette université d'été, comme l'a rappelé Alain, est pour la première fois cette année délocalisée en dehors de nos murs parisiens. Donc encore merci à l'université de Versailles-Saint-Quentin de nous accueillir. C'est le traditionnel premier rendez-vous de la nouvelle année universitaire pour chacun de nous. Elle est aussi pour les présidentes et présidents et pour nos invités, qui sont les acteurs et les actrices de la recherche, de la formation et de l'innovation, un moment destiné à prendre du recul sur des grands enjeux qui concernent nos métiers et nos engagements. Donc, notre session 2019 est dédiée à l'international. Elle prolonge les réflexions qui ont animé ces derniers mois, qu'il s'agisse de la stratégie Bienvenue en France, sur laquelle on a beaucoup discuté à la CPU et en dehors,
Du premier appel à projet sur les universités européennes. Hier, les lauréats étaient accueillis, félicités par la ministre. Du colloque annuel de la CPU de mars consacré à l'autonomie des universités, dans lequel il y avait un atelier sur l'international et l'Europe. Du colloque des DGS de juin, intitulé Internationalisation, obligations ou opportunités. Ou encore des rencontres de la recherche et de l'innovation organisées par Campus France en juillet dernier. Donc le choix de ce thème pour cette année nous a paru évident. Si les questions nationales et locales sont centrales pour nos établissements, de fait, nos activités et préoccupations s'inscrivent dans un continuum territorial où chaque échelon est aussi indispensable que les autres. Les grands défis d'aujourd'hui, et plus encore de demain, sont pour autant planétaires. Partout, le monde est fracturé, en proie à de multiples menaces, et l'urgence est grande, sur le plan environnementale et sociale, ainsi que le montrent les incendies qui ravagent actuellement la forêt amazonienne et l'Afrique. Et c'est en grande partie grâce aux travaux collaboratifs inter- et pluridisciplinaires des scientifiques du monde entier que nous prenons conscience de nos vulnérabilités. Cette année, le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services systémiques, qui a réuni 12 000 chercheurs de nombreux pays, a montré aux décideurs publics et privés et à l'opinion publique que les 2/3 de nos écosystèmes sont perturbés ou dégradés. Parmi d'autres, mais peut-être au premier rang de tous, la biodiversité est un thème d'intérêt scientifique interdisciplinaire, tout autant qu'un sujet économique, sociétal, sanitaire et de développement de première importance. La formation à la prise de conscience des risques, comme aux manières d'y répondre, est essentielle. L'accès de tous et de toutes à une éducation de qualité constitue du reste le 4e objectif de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Notre planète a besoin de s'unifier, de se pacifier, de se réconcilier, pour reprendre une formule beaucoup employée actuellement. Ça ne se fera pas sans l'éducation, cela ne se fera pas non plus sans la recherche. Les grands défis mondiaux, les nouvelles mobilités, les nouvelles interdépendances, l'évolution des relations entre nos territoires nous impose donc de rompre avec nos tentations d'agir séparément, chacun dans notre coin. Nous devons au contraire partager, faire se rencontrer nos compétences, nos expériences, nos objectifs pour progresser ensemble et faire progresser nos sociétés. Certains parlent de multilatéralisme participatif. C'est une dynamique qui s'applique à nos métiers et à nos ambitions à l'international. Il faut la promouvoir pour renforcer l'émulation collective, la confiance, la compréhension réciproque, la coopération pour discuter, nous écouter, nous engager au service de l'innovation, du développement durable et responsable, pour créer un espace commun, performant, attractif et solidaire de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Europe est pour nos établissements un premier cadre essentiel de la reconnaissance des liens qui nous unissent pour mettre en œuvre un tel projet. Et les résultats que j'évoquais tout à l'heure du tout premier appel à projet des universités européennes sont particulièrement encourageants, puisque ce sont pas moins de 16 établissements français engagés dans 14 des 17 alliances sélectionnées par la Commission européenne qui ont été retenus. Ces résultats font de la France le pays le plus actif parmi les 25 États membres impliqués. Ils nous incitent à poursuivre cette dynamique. Alors que le prochain appel à projet sera lancé en octobre, c'est l'occasion, chers collègues, de demander quelles doivent être les ambitions et les attentes des universités européennes. Comment mieux identifier nos besoins communs et structurer nos propositions afin de les porter efficacement auprès des institutions européennes? Comment faire des universités européennes, riches de leurs différences, un levier de développement territorial, de valorisation de nos établissements dans leur écosystème? Quelle gouvernance mobiliser? Quel rôle en particulier donner aux régions? Peut-on considérer que les universités européennes, en lien avec l'EUA, sont amenées à jouer un rôle pilote en termes de reconnaissance des diplômes, de mobilité, de valorisation, de diffusion de la recherche et de l'innovation, en collaboration avec le monde socio-économique et les organismes de recherche, mais aussi en termes de visibilité internationale et d'influence dans un contexte de concurrence mondiale accrue? Comment ainsi consolider et enrichir le processus de Bologne? Comment promouvoir au sein des établissements d'ores et déjà sélectionnés cette identité européenne? Car l'internationalisation est un processus institutionnel et inclusif qui doit impliquer toute la communauté universitaire. Autant de questions qui nous invitent à identifier ce qui nous rassemble, à nous inspirer les uns des autres
à fédérer les acteurs de nos territoires dans l'élaboration d'une politique d'ouverture internationale des établissements qui nous fera tous progresser. Mais ce sont l'ensemble des universités en Europe qui doivent nourrir leur complémentarité, leur coopération, leur processus de mutualisation. Elles sont les actrices centrales de l'espace européen de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elles lui donnent du fond et œuvrent à le structurer. Et si celle-ci ne constitue pas, dans toutes ses composantes, une compétence partagée entre les États et l'Union européenne, pour nous, la convergence est engagée et se poursuivra. Plus encore, alors qu'une nouvelle commission et qu'un nouveau Parlement s'installe, nous devons promouvoir le rôle de la recherche dans la cité et au service des décisions publiques. C'est pourquoi l'Europe doit elle aussi investir davantage dans le renforcement de la compétitivité et de la durabilité de nos établissements. Il est crucial, je le crois, de faire le pari du temps long, de l'investissement dans la connaissance et la science, d'autant qu'il existe des thématiques fortement structurantes dont les défis planétaires font partie. Son rôle est également de nous accompagner dans notre combat contre les crises politiques, que sont la prolifération des populismes, les tentations nationalistes, la défiance vis-à-vis du savoir. L'Europe des universités doit se construire malgré et même contre ces aléas politiques. La CPU s'est ainsi positionnée déjà pour défendre le statut des universitaires britanniques dans l'hypothèse d'un Brexit dur, par réalisme scientifique et par solidarité avec nos collègues, parce que nous ne pouvons pas nous priver de leurs compétences. Au-delà des frontières de l'Europe, et si l'on peut regretter que le G7 qui vient de s'achever n'ait pas consacré plus de temps à ces questions, il faut poursuivre notre travail d'influence en faveur d'un agenda multilatéral sur nos sujets. Nous devons continuer partout dans le monde à promouvoir la recherche au service de la société, l'éducation et la formation tout au long de la vie, mais aussi défendre nos valeurs libérales et démocratiques en soutenant notamment les universitaires poursuivis, emprisonnés et ou chassés dans leur pays, comme nous l'avons fait cette année en particulier avec notre collègue turc. La liberté académique est indivisible. Oh là, il y a un... Bon, ça va, le son? Bon. Mais c'est l'émotion. Ce récit commun, nous en sommes toutes et tous les acteurs. C'est donc toute la communauté universitaire qui peut impulser de nouveaux leviers d'exemplarité internationale. À titre d'illustration, la valorisation dans les universités des transitions écologiques, énergétiques, sociétales et numériques par la multiplication des campus responsables et l'anticipation comme l'évaluation de leurs impacts sur l'organisation et la gouvernance des territoires se renforcent. Nos étudiantes et nos étudiants aujourd'hui nous inspirent par leurs engagements, par leur forme de plus en plus collaborative et participative qu'ils développent, dans leurs apprentissages et leurs recherches et par leur implication dans la vie de campus. On compte aujourd'hui 5 millions d'étudiantes et d'étudiants en mobilité internationale dans le monde. Dans 10 ans, leur nombre s'élèvera à 20 millions. Ces jeunes, qui viendront de Chine, d'Inde, d'Afrique, forment une communauté en soi. La France reste le 4e pays d'accueil des étudiants étrangers en mobilité diplômante et le 1er pays francophone. C'est pour cette recherche que nous nous impliquons, pour cette jeunesse, bien sûr, que nous nous impliquons, que nous nous ouvrons, que nous défendons l'excellence et que nous portons nos valeurs dans et au-delà de nos frontières. Mais cette excellence et l'attractivité que nous souhaitons développer pour nos établissements ne se décrètent pas, je le disais à l'instant, le pari du temps long n'est pas un vain mot. L'État doit donc jouer son rôle. L'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas des investissements comme les autres, mais avec 2,27% du PIB consacré à la recherche universitaire intérieure, la France est en deçà de l'objectif des 3% fixé par l'Union européenne. C'est pourquoi il est essentiel que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont la présentation au Parlement est attendue pour début 2020, prenne en compte ces enjeux. Nous avons formulé une série de propositions en vue des débats à venir. Je vous invite, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, à vous les approprier et à les relayer. Voici, chers amis, quelques réflexions introductives, un peu longues, je l'avoue, qui visent surtout à lancer les débats et les discussions de ces 2 journées. Avant de céder la parole à Mohamed Amar, président de l'Université de Pau et Pays de l'Adour, et président de la Commission des Relations internationales de la CPU, qui va nous présenter le déroulé de ces journées. Je souhaite remercier spécifiquement Sybille, je ne sais pas où elle est en dessous, Sybille Rochat, pour ceux qui ne la connaissent pas par son Yves Lichtenberger, Éric Fouché, bien sûr, toutes celles et tous ceux de l'équipe permanente et au-delà qui ont contribué à l'organisation de ces journées.
Je voudrais pour terminer exprimer ma gratitude à nos partenaires, en particulier la Caisse des dépôts, mais aussi la CASDEN, la Banque populaire, la Maïf et la MGEN pour leur soutien. Enfin, alors il y en a un qui est là. Je souhaite exprimer ma reconnaissance et mon amitié à Luc Ittinger, qui quitte l'équipe permanente de la CPU, et bien sûr à Yvon Berland, dont les fonctions de président de l'Université d'Aix-Marseille prennent fin ce samedi. Et donc, je voulais à tous les deux les remercier pour le travail accompli au service de notre communauté. Merci à vous deux, même si Yvon n'est pas là. J'espère qu'on lui fera passer le message. Il me reste, chers amis, à vous souhaiter 2 excellentes journées de débat. Bonjour à tous et à tous, mes chers collègues. Je voudrais bien entendu remercier le président du CNRS d'être parmi nous aujourd'hui, mais aussi le président de l'IRD, qui a un rôle très fort sur les questions de l'international et qui est... Non, mais si j'étais pas là, qu'est-ce que... Alors, la question de l'international, c'est un sujet qui a été d'actualité pendant l'année, avec en particulier la question des droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, mais au-delà, dans la question du plan de bienvenue en France. Et il y a une conjonction des calendriers qui font que ce sujet est là sur la table. Et c'est un sujet lourd et à plusieurs facettes qu'il nous faut absolument aborder. D'abord parce qu'il s'agit de stratégie des universités, mais aussi il s'agit de politique à court terme et de décisions à prendre qui peuvent avoir des conséquences assez importantes pour nos établissements. Alors nous avons essayé de structurer cette université d'été en invitant un certain nombre de personnes pour pouvoir nous éclairer sur ces sujets. Alors nous démarrons par la première présentation, la première conférence avec Sébastien Streit de Siris Academy, qui nous parlera de stratégie et qui nous fera une présentation dont les prémices nous paraissent très, très, très intéressantes pour ceux que nous en avons lus. Nous enchaînerons ensuite à 10h45 avec la première session de cette université d'été, être une organisation internationalisée, avec l'intervention de Patrice Emel de Total, directeur des ressources humaines de la branche exploitation-production, et de Jean-Paul Moati, président-directeur général de l'IRD. Et je les en remercie tous les deux pour nous donner cet éclairage sur le côté d'institutions qui travaillent à l'international et qui peuvent nous apporter leur manière d'aborder ces questions ou de soulever un certain nombre de sujets. Ensuite, à midi, c'est Josep Maria Garel, président de l'université Ramon Llull de Barcelone, qui interviendra. Alors, je l'en remercie. C'est une personne avec qui nous avons eu l'opportunité de travailler déjà sur plusieurs sujets, en particulier sur celui de l'université franco-espagnole. Et Josep Maria est membre du comité permanent de la CRUE, donc la conférence des recteurs des universités espagnoles, et membre du board de l'EUA. Donc après le déjeuner, à 14h15, si nous respectons les horaires, la conférence Stratégie d'établissement et concurrence internationale sera animée par Laure Coudray-Lode, directrice de l'agence Erasmus+ France, que j'ai eu le plaisir de voir hier et nous avons pu discuter d'un certain nombre de sujets, ainsi que Thierry Valentin, directeur général adjoint de Campus France. 15h15, la deuxième session, politique d'État et politique des universités en matière d'internationalisation, avec les interventions de Laurence Auer, directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui m'a promis qu'elle serait là, malgré le fait que ce matin, elle est à la conférence des ambassadeurs qui se réunit en parallèle sur des sujets très proches, de Monica Dietel, conseillère du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et enfin d'Antoine Petit, président du CNRS, et de François Pernaut, directeur du département Europe et international du HCERES. Pour clôturer cette première journée et avant la réception à l'Hôtel de Ville de Versailles, la troisième session à 17h30 portera sur les universités, acteurs de la construction de l'espace européen, avec Vanessa Debier-Sainton, chef d'unité éducation supérieure à la Commission européenne, et José Antonio Muñoz Cueto, délégué du recteur pour les universités européennes et coordinateur de l'Université européenne des mers. Alors nous avons voulu un premier débriefing sur ce fameux
appel à projet sur l'université européenne, les premiers résultats et le deuxième appel qui va bientôt arriver. Ensuite, à 19h, un car nous conduira d'ici vers le lieu de la réception où Mme Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous fera l'honneur d'être présente. Et nous avons un dîner qui est prévu si les choses se déroulent normalement dans la foulée. Pardon. Demain, nous reprendrons à 9h15 avec la 4e session, regard croisé avec 2 universités étrangères sur l'élaboration et les actes de leur stratégie, avec les interventions de Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur une rencontre franco-canadienne il y a 2 ans avec Jean Peters. Et donc, nous avons pensé qu'il pourrait apporter cette vision du côté canadien sur une université bilingue, si j'ai bien compris, et aussi de Mme Anne Lecky, présidente de l'université allemande de Magdeburg-Stendal, qui, elle, nous apportera aussi la vision du côté européen. Et enfin, 11h15, la séance conclusive portera sur le rôle du président, des vice-présidents et de l'équipe de direction des universités, l'organisation et les outils de l'internationalisation, avec Patrick Lévy, président de l'université de Grenoble-Alpes, et Jean-Marc Rogier, président de l'Université de La Rochelle. Donc je remercie aussi toutes les présidentes et tous les présidents qui animeront ces débats. Et enfin, dans l'après-midi, en complément de l'université d'été, nous avons souhaité organiser un workshop sur justement la question des universités européennes, établir un débriefing, un bilan du premier appel à projet et poser les perspectives pour le deuxième appel en présence de Laurent Buisson, directeur du programme d'excellence au secrétariat général pour l'investissement, de Vanessa Debier-Sainton, chef d'unité éducation supérieure à la Commission européenne, et de Denis Despréaux, de la délégation des affaires européennes et internationales de notre ministère. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente université d'été et j'espère bien qu'elle sera très intéressante. Merci à vous.